on s'écoutait Ice Tech de Reload qui est avec moi ce midi dans ce Midi Express. Comment ça va, gars? Attends, on va la refaire parce que j'avais pas allumé ton micro. Il y a eu beaucoup de stress au début de ce Midi Express. Donc on va reprendre notre souffle très calmement. Voilà, comment ça va, gars? Écoute, un tout grand merci pour l'invitation. Ça va super bien. Super vue, super campus, super beau temps. Et plus que 4 jours avant le grand jour, donc voilà. Ben oui, puisqu'on va en parler un peu après. Tu organises toi-même donc un événement qui aura lieu ce 10 juin. Où ça? Alors, ça va donc se passer dans le club qui s'appelle The Sneakers. C'est un endroit assez hybride. Donc notamment, il peut faire office de sage de danse de salsa, mais aussi héberge pas mal de soirées en tout genre, que ce soit des soirées afro, des soirées rap vraiment assez fort, un peu gangsta. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Et c'était une énorme opportunité pour moi de pouvoir diversifier justement leur public et leur type de lieu. Ok, mais cool, mais on va reparler de ça et on va dire tout le tapage médiatique que tu fais autour de cet event dans quelques instants. Mais avant, j'avais envie de revenir un peu sur ton parcours musical, enfin surtout sur tes influences. Moi, c'est comme ça que j'aime bien présenter mes invités, c'est par leurs influences. Donc tu m'avais envoyé des morceaux, enfin des artistes plutôt, selon des époques. Donc voilà, on va partir dans une des époques. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. Donc là, on est à quelle époque? Alors, les années, je pourrais pas te dire, mais c'est pour moi, en tout cas, époque, j'avais 14 ans. C'était les Doors. Ouais, découvert ça. évidemment avec le grand film, qui était vraiment joué par Val Kilmer, qui était canon. Ah, Val. Et ouais, c'est devenu un peu moins joli ces jours-ci, mais bon. Ouais, j'avoue. On se l'écrit tous un jour ou l'autre. Mais donc, blague à part, ça a été un des tout premiers films, ensemble d'ailleurs avec le film reportage sur Woodstock, qui m'a vraiment donné le goût à la musique. C'est vraiment ça qui m'a donné des envies de dire waouh. Il y avait évidemment tout le côté bucolique de l'univers artistique, mais c'est surtout au niveau de la musique, produire ses sons et ses émotions. Mes premières émotions artistiques remontent à ce temps-là. Ok. Donc on va passer à d'autres émotions, un peu moins soft. Ça fait toujours du bien. Ah, ça fait toujours effet, c'est clair. Petite anecdote, je devais aller les voir l'année dernière et ils ont annulé encore une fois leur tournée européenne. Voilà. C'est quoi pour toi Rage Against the Machine et toute cette vibe un peu rock metal au milieu des années 90 Alors, pour moi, en fait, on est en effet fin 90. Donc là, j'ai déjà commencé à gratter avec ma guitare acoustique, que pour avoir un son saturé, je mettais mon micro à l'intérieur de la caisse et en fait, bousillais plusieurs amplis et baffles de mes parents à l'époque, parce que je voulais la disto déjà, tu vois, que j'avais pas. Et j'avais pas encore accès à la guitare électrique. Mais en fait, Rage Against the Machine, c'est vraiment... Voilà, eux, ensemble, avec tous ces groupes de l'époque, NoFX, etc. Bon, eux, ils sont dans une mouvance un peu différente, hein, c'était plus du néo-punk. Ouais. Mais ça, pour moi, ça associe vraiment ce côté rebelle. J'étais un sale gosse aussi, comme beaucoup de gens, hein, beaucoup d'entre nous. qui le dis-tu? Donc, j'étais vraiment rebelle et on ressent vraiment l'énergie, la fougue, vraiment, c'était très revendicatif pour le coup, ce groupe. Mais là, tu vois, je commençais déjà à avoir ces attirances pour ces gros sons de guitare, des bons gros riffs, extrêmement puissants. Tommy Morello, je pense qu'il s'appelait, ou Tom Morello. Tom Morello, le guitariste, était juste hyper innovant dans ses approches solistes, etc. L'utilisation des effets complètement fous. Et ouais, donc Rage Against the Machine, tu vois, c'est évidemment avec mon groupe de l'époque, on a joué pas mal de reprises d'eux et canonissime. Et puis une utilisation des effets aussi qui est déjà un peu dans celle
qu'on utilise, toi comme moi, actuellement. Ah, absolument. Mais j'avais pas l'argent pour me payer les pédales. C'était Digitronic, je sais plus quelle pédale utilisait, notamment pour ses solos. Et je me contentais de la pédale d'History Wawa de Francis ou quoi. Mais ouais. Eh ben voilà, écoute. Et là, on arrive. Et ça, on va se l'écouter un peu plus profondément parce que c'est tellement un classique qui fait du bien. Alors là, on est déjà directement plus dans un son club The Sound of Belgium. T'as tout à fait raison, mais comme tu le sais, moi j'étais encore très métalleux, j'étais un peu hybride aussi. Est-ce qu'on est quand même, c'est une colle pour toi, c'est de la New Beat? C'est après la New Beat. C'est après quand même. C'est post-New Beat. Ouais. Parce que le Sound of Belgium que j'ai connu est arrivé un peu plus tard, les Frank Jolex, etc. Ouais. Et en fait, ouais, ce genre de son je reconnais, mais j'ai l'impression, je fais partie de la génération qui a juste survécu, tu vois, la génération, comme je dis, cramée, donc les 5 ans plus tard. Ouais. Et ce sont des sons que j'ai entendus, mais ils n'étaient pas ceux que je fréquentais à mes 17 ans ou 16 ans encore. Et en plus, ce son-là, il est beaucoup plus connu dans sa nouvelle version de Madame De Witt et Monsieur Henrik Sagliano, qui ont très bien repris ça, en fait. Pour une fois, je préfère un remix à l'original. C'est très très rare, mais là, c'est le cas. Et donc, on en arrive à ce qui nous intéresse, c'est ta casquette de producteur de musique techno. Ouais. Voilà. Donc là, tu nous expliquais, avec les petits morceaux de musique, que tu as d'abord été guitariste, que tu as essayé de trouver du son par différents moyens, puis que tu as fait partie de groupes. Comment est-ce que tu t'es lancé dans les musiques techno et pourquoi cette musique-là et voilà, pourquoi? C'est une très bonne question. La première chose, c'est que donc, j'ai toujours été évidemment un fan de sortie, enfant turbulent, toujours besoin d'être entouré, de bien se faire plaisir avec les amis, etc. Donc sortie, clubbing, festival, toujours de qualité, parfois de moins bonne qualité. Ça, c'est une chose. Donc ça faisait quand même, ça gravitait autour de moi, c'était important. Et donc ouais, comme tu le sais, donc j'ai commencé la musique en étant autodidacte. Donc j'étais peut-être pas trop mauvais, mais j'étais surtout pas très bon non plus en guitare. Et en fait, ce qui se passe depuis environ
un petit peu avant la pandémie, ça commençait à me gratter. Et il y a eu vraiment 2 éléments déclencheurs. Hein. Donc tout d'abord, donc avec un de mes meilleurs amis, Ben pour le citer, si un jour il écoute, voilà, on a eu le délire de se dire on va se refaire des reprises Metallica, etc. On a commencé à s'équiper grâce à lui d'interfaces son et autres, de prendre, tu vois, des morceaux sur YouTube où les guitares sont cachées, et donc de se faire vraiment plaisir et de se reprendre pour Kirk Hammett et James Hetfield. On a super kiffé. Ça a commencé avec ça. Mais bon, en parallèle, quelques temps après, la pandémie est arrivée. Et là, avec mon compagnon de cette époque-là, Adrien, je le salue aussi, on s'est dit il faut être un peu plus créatif et se réinventer, surtout pour développer des nouveaux centres d'intérêt. Tu vois, les sorties c'est fini, les dîners entre amis c'est pas vraiment recommandé, et donc finalement, on s'est retrouvés à nous deux à vraiment chercher des nouveaux centres d'intérêt communs. Et donc ça a commencé d'abord avec la peinture, sculpture, etc. Donc on a aménagé tout un garage 15 mètres carrés qui est devenu vraiment notre salon, notre studio en fait d'art, je dirais. Et à un moment donné, les heures passent, hein, on n'a pas toujours envie de rester avec les mains pleines de peinture, etc. Et ça me grattait de plus en plus, toujours grâce à mon ami Ben qui m'avait parlé de ce que c'était un DAW. Je ne savais pas ce que c'était un DAW. Pour info, c'est Digital Audio Workstation. Merci. Et donc il m'a dit ouais mec, tu sais que tu peux faire la musique juste avec ton PC quoi. Et alors là j'ai dit waouh génial quoi. Et donc du coup j'appelle le gars de Music City, le mec se déplace carrément parce que le magasin était fermé, me déposer ça dans la journée même, un petit clavier contrôleur MIDI, et il dit t'inquiète pas, il y a des licences Ableton gratos dedans. Et là en fait c'était le coup de cœur quoi. Ça a été le coup de cœur parce qu'en fait ça faisait déjà des semaines que je passais du matin au soir des heures sur YouTube à trouver en fait comment faire de la musique électro, etc. Et je trouve ça magique. J'ai toujours été un peu un geek dans mes jobs d'ailleurs précédents, dans la vie de tous les jours, avec le gaming, etc. Je bidouillais dans l'informatique, la petite programmation, toujours niveau généraliste. Mais j'ai toujours été un peu geek et nerd, et ça m'a vraiment ouvert une nouvelle porte, quoi. Donc t'es un peu un de ces artistes du confinement. Totalement. Finalement. Ouais. Ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, je te le dis. Ah excellent, voilà, comme quoi on l'a tous vécu de manière très différente, hein, mais ça on le sait déjà bien. Et mais justement en musique électronique, c'est qui les artistes ou les labels qui t'inspirent le plus, vers où? Il y en a quand même de nombreux. Parce que, j'ai quand même écouté la musique électronique déjà du temps de l'Unif et autres, donc c'était la French Touch était très active, tu vois, les Étienne de Crécy, ce genre de choses. Laurent Garnier était quand même les piliers des bonnes petites soirées underground, hein, dans des trucs beaucoup plus dans un genre house et autres. À côté, c'est en tout cas par là que moi j'ai démarré. Mais puis oui, fatalement, il y a tous les grands standards, hein, les drum codes, Dixon, beaucoup plus récemment évidemment Boris Brejcha, que je trouve qui arrive à créer, tu vois, avec un son tellement simple, mais qui était tellement efficace, chirurgical, qui arrive à créer des émotions juste avec un kick, une ligne de basse qui te fait vraiment intensément vivre. Énormément d'artistes d'Afterlife. Alors, j'allais dire, je suis étonné que tu n'ailles pas encore cité Tale of Us. Oui, mais justement, voilà, les Hardball, les Tale of Us, et même d'autres, hein, Joris Vaughan, Colin, Ben Bomer. Donc en fait, je suis pas dans un seul et même genre. D'ailleurs, ça s'est vu dans certains des morceaux que j'ai produits, tu vois, où à un moment donné, je dis, je veux faire un peak time, tu vois, et on viendra peut-être après sur les détails de la construction, mais c'est vraiment, je me suis dit, je veux expérimenter ça. C'est comme faire une recette, en fait, faire un track, et chaque genre a son propre style. Et en fait, en effet, construire un track techno n'est pas du tout la même chose que construire un track beaucoup plus mélodique. La manière, le temps que tu passes sur ton instrument à chercher les choses, c'est une autre approche, et c'est pour moi à chaque fois une nouvelle expérience. Tu parlais d'instruments, tu te sers de quoi toi pour le moment ? Alors, en ce jour, j'ai... Ce 6 juin 2023. Ce 6 juin 2023, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps, et c'est quand même complexe, d'un Moog, le Sub 37. Ça, c'est mon dernier bébé. Très beau bébé. J'en rêvais depuis très longtemps, et fatalement, il y a quand même quelques artistes, hein, pour ne pas le citer, Stéphane Bodzin, hein, qui évidemment le sublime. Parfois on abuse, parce que Bodzin c'est bien 1 heure, mais on s'en lasse vite. C'est quand même bien de revenir à la fin. Mais non, pour le reste, pas mal le contrôleur en tout genre, donc j'essaie quand même de pas me ruiner dans des matos neufs à chaque fois. Les réseaux d'occasion sont bien là. Donc oui, un petit push 3 là qui vient d'arriver. Et sinon, c'est à peu près tout. Le reste, c'est principalement du MIDI et évidemment tous les instruments virtuels. Alors, juste petite question geek de producteur à producteur. Est-ce que pour toi, la contrainte pousse à la créativité, c'est-à-dire te réduire de matériel, est-ce que ça peut augmenter la créativité ? Ouais, et là je suis pas dans ce schéma-là, parce qu'en fait moi justement j'explore tout, mais je gratte pas assez, et t'as absolument raison sur cette question.
j'aurais eu juste un Moog ou juste un Juno, et je le vois avec Antoine, et Antoine aussi, DK, à quel point il peut pousser en fait, tu vois, son petit Juno, sa petite TB303, et c'est des instruments qui sont intemporels. Moi, je suis un peu, comme je dis, aussi un geek et un jouet, donc j'aime bien avoir des nouveaux jouets tout le temps, en restant raisonnable, mais tu as tout à fait raison pour la créativité, en fait, et ça, je l'ai vu avec ma guitare à l'époque, où j'avais juste une disto à la con de mon ampli, j'étais extrêmement créatif pour la pousser dans tous les sens, donc absolument. La créativité, tu la déploies encore plus quand tu es limité par les moyens, c'est sûr. Ah ben voilà, mais je suis content qu'on se rejoigne sur ce sujet-là, et que... Ce sont que des jouets, sinon. Ouais, c'est ça, et je joue aussi beaucoup, hein, donc voilà, je comprends tout à fait. Mais justement, donc, tu as commencé à faire de la musique donc, pendant le confinement. Tu as appris pendant tout ce temps-là. Et là, depuis un an, pouf, t'exploses sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Là, t'as annoncé hier que tu avais 1000 abonnés officiels sur Spotify. J'ai vu ton compte avec des 18 000 auditeurs mensuels par moment. Comment tu fais pour te faire connaître en tant qu'artiste émergent ? Ouais. C'est les réseaux sociaux ? Comment ça se passe ? Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a un vrai commitment, on va franciser tout ça. Il y a un vrai engagement et désir, toi, d'avoir une très bonne balance entre, on va dire, mon travail traditionnel, c'est un travail de bureau, je suis commercial dans la tech, voilà, et surtout le temps que je m'alloue pour la musique. Et le temps que je m'alloue pour la musique, je peux l'allouer de plein de manières. Je peux l'allouer évidemment dans les discussions que je vais avoir avec les labels, avec une campagne de promotion digitale, bien sûr avec les profs, et puis je parle même plus de profs maintenant, je parle vraiment de coach, pour celui que j'ai cité il n'y a pas longtemps. Mais en fait, c'est hyper important de s'imposer une gouvernance, c'est-à-dire tous les jours, je dois avoir un moment de musique. Peu importe ce que je fais, qu'il soit lié avec. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi, c'est que maintenant, ça s'est un peu calmé, mais vraiment pendant le Covid, j'avais en fait, c'est un nouvel automatisme qui s'était créé. Je tombais de mon lit à 5h, 5h30, réveillé, actif, avec le désir de vraiment créer. Et ça m'a vraiment aussi permis de pouvoir suivre beaucoup de formations en ligne et en tout genre, etc., pour essayer d'avoir un niveau, on va dire, correct. Je ne me prétends pas être un producteur aguerri, mais en tout cas, d'avoir les bases pour comprendre quand on se parle, quoi. Donc là, maintenant, on pourra revenir à ça. Quelle a été ma stratégie ? C'est qu'à un moment donné, je tourne pas. J'ai pas. Les gigs que j'ai eu, c'est des petits gigs plic-ploc, des soirées privées ou l'un ou l'autre bar. Bien sûr, avec toi, j'ai eu l'occasion de collaborer. On se marre à chaque fois, c'est génial. Mais je suis pas un artiste. Je suis inconnu, en fait. Et donc finalement, l'autre manière que tu puisses faire, parce que mine de rien, si t'as pas un branding, t'as beau être un tout beau DJ, tu vas construire une fanbase qui va être très localisée, très limitée. Et finalement, on l'a assez dit dans les différents enseignements que j'ai pu suivre ces 3 dernières années, le branding est extrêmement important. Et donc finalement, j'essaye de construire un univers Reload, une touche Reload. On n'en y est pas encore, mais j'ai en tout cas déjà une certaine continuité et une certaine régularité, en fait, surtout au niveau musical. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment trouvé ce bon mix au niveau de mes tracks. Il y a des choses qui sont là, qui gardent une certaine griffe Reload. Mais à côté de ça, bien sûr, vient peut-être l'aspect label. On rêve tous, à un moment donné, de se dire, label, comment est-ce qu'on démarche, etc. On envoie des petits mails sur les boîtes infos. Et qu'est-ce qui se passe ? Le mail envoie et il n'y a pas de réponse. Et on nous a dit, il faut attendre, patience, etc. Et je ne fais pas partie de ceux qui sont patients. Donc en fait, c'est comme tout. Je suis dans la digitalisation aussi depuis 15 ans. Le milieu de la musique, c'est bien digitalisé. Et le milieu de l'industrie de la musique aussi. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que des plateformes, je vais les citer, on s'en fiche un peu, ils sont américains, des plateformes comme Label Radar, par exemple, te permettent justement de pouvoir soumettre ton track et de pouvoir, en fait, moyennant éventuellement un paiement, de même le mettre sur le top de la pile de tous les tracks qui sont envoyés, en fait, sur les tables, en fait, des AR, qui s'occupent vraiment de la détection. Et ce qui se passe, c'est que en faisant cet investissement, cet effort-là, tu réalises, parce que c'est extrêmement bien communiqué dans la plateforme, que tel label, Anjuna, pour les citer, Anjuna dit, par exemple, a vu ton track, il te remercie gentiment, il y a une petite note qui est à mon avis un peu automatisée, mais qui dit que sympa, maybe next time. Et en effet, il y en a toute une flopée d'autres. Et là, il y a vraiment à boire et à manger. On va pas trop s'étendre là-dessus, mais il y a toute une flopée d'autres où en fait, premier exercice que tu fais, c'est aller voir leur présence en ligne aussi, contacter éventuellement d'autres DJ qui sont dessus, tu vois leur présence sur Beatport, tu vois leurs stats, etc. Et là, tu vois qu'il y en a qui sont des usines à gaz, et tu en as d'autres qui ont vraiment un reach. Et donc là, en fait, ce que moi j'ai fait, c'est j'ai chaque fois challengé donc les responsables de ces labels en disant, mais ok, tu dis que tu produis mon track, ça me coûte rien, tu vas certainement prendre un peu d'argent au passage sur les revenus, mais ça, à la limite, c'est pas une priorité pour moi.
Mais par contre, ce que j'ai chaque fois cherché, c'est quoi l'engagement, what's in it for me? Qu'est-ce que moi je vais recevoir en retour de cette distribution du track? Parce qu'une distribution, je peux même le faire moi-même avec un DistroKit. Et c'est là en fait où on apprend en faisant ses armes, hein, donc je me suis pas fait avoir, mais finalement j'ai des tracks qui avaient royalement 60 vues, tu vois, sur Spotify, c'était juste une blague. Et très vite, il y a un peu un amour qui s'est créé avec le label Be Wild Records, so Hello Morrow. Et où là, en fait, j'ai vraiment retrouvé un sentiment de coaching, comme j'ai pu l'avoir avec les coachs et les profs, tu vois, dans mon apprentissage aussi. Et là, en fait, c'est formidable, parce qu'à chaque fois que je soumettais donc des tracks dans le label Radar, lui les écoutait, vraiment en disant ça m'intéresse, mais tel low-end, ça va pas. Les low-end pour les auditeurs, donc c'est toute la partie, on va dire, basse, kick, etc. Dans le spectre audio. Ou alors ce truc-là, il faut que tu cuts, c'est beaucoup trop long, etc. Donc il venait avec des conseils. Et ça, c'est vraiment bien. Le mec est depuis 30 ans dans l'industrie. Et donc, j'ai commencé à construire un vrai rapport de coaching avec lui, de conseils. Et ça a été même plus loin. Il a commencé à me dire aussi, écoute, ce qui est important, c'est aussi la visibilité dans les playlists sur Spotify, c'est la visibilité par les artistes. Donc, il dit, dans l'arrangement qu'on a, évidemment, lui me fournit une série de services où mes tracks sont présentés à des DJ. Et notamment, ça va être formidable, et on va pouvoir en parler après, ça m'a permis d'être engagé aussi avec des DJ, notamment d'Afterlife, etc. Donc on va pouvoir en parler. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup de GIF à mon actif, donc la seule manière d'être connu, c'est faire la promotion en ligne. Promotion en ligne, c'est d'avoir déjà une présence Spotify qui est correcte, d'avoir une compagnie, une société de campagne marketing digital qui aide un petit peu à fédérer finalement une communauté sur Spotify, etc. Et ça, c'est la seule manière que j'ai trouvée à ce jour pour pouvoir avoir une audience et avoir un chouette retour de ses auditeurs. Mais moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu viens de nous expliquer, c'est beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Écoute, ma vie est un peu misérable depuis quelques mois, quelques années. Hein, elle est misérable depuis quelques années, en ce sens misérable, mais je le te dis avec un grand sourire. Oui, parce que c'est... moi qui te fréquente depuis plus ou moins 3 ans, c'est pas l'impression que ça renvoie. Mais en fait, ça veut dire que j'ai un peu délaissé le côté vie sociale, à être toujours mes fesses dehors dans le parc, bien que quand je vois les gens là, j'irais bien les rejoindre. Mais je dis pas là, c'est que la vie entre mon boulot, on va dire traditionnel, et mon boulot de producteur, en fait, occupe 90% de mon temps. Et en fait, ça, je kiffe, quoi. Et même tes nuits sont courtes. Et mes nuits sont courtes, maintenant un peu plus long quand même. Voilà, parce que je me souviens à une époque, tu m'expliquais que vraiment c'était bim, bim, bim. C'était 5h du matin, je tombais du pieu, et c'était musique jusqu'à 9h avant les premiers calls clients, quoi, tout à fait. Ah ouais, donc voilà, mais c'est aussi intéressant de dire ça aux gens qui nous écoutent et qui croient que rentrer dans la musique électronique, il suffit de s'acheter Ableton et puis ouais les gars, c'est parti. C'est un peu plus complexe que ça, et c'est bien des fois de le rappeler aussi. Mais justement, tu parlais des professionnels de l'industrie. Donc moi, je voulais te demander si, à part tes label managers et tes profs, on va leur faire un gros big up après à tes profs, parce que c'est les miens aussi, on les adore. Donc est-ce que des professionnels t'ont déjà donné des retours sur ta musique? Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que ça t'a influencé? Est-ce que ça t'a donné envie de prendre une autre direction peut-être? Voilà. Ouais. C'est une super bonne question. Donc fatalement, et on en reviendra aussi certainement plus tard, mais donc des artistes en direct en Belgique, j'en fréquente pas beaucoup, tu vois, on en côtoie nous certains en commun, mais voilà. Mais grâce à mon label en fait, le Moro, donc qui est le label Honor, là depuis déjà quelques années. Be Wild Records, donc on va les reciter encore. Ouais. Donc fatalement, lui a déjà une très longue expérience en Italie, en Espagne, en France, de collaboration en tout genre. Il a un très très gros réseau, notamment chez Afterlife, et des amitiés avec, je vais les citer aussi, donc Dino Lenny, qui est dans l'industrie depuis 20 ans, présent chez Afterlife, aussi comme DJ, mais aussi comme producteur. Un autre duo en fait qui s'appelle Alfa Romero, beaucoup plus minimal, qui font partie aussi donc d'Afterlife notamment. Et en fait avec eux, j'ai vraiment eu l'occasion d'échanger grâce à mon label manager. Donc c'est bien la preuve en fait que les professionnels de l'industrie, quand tu arrives à t'entourer du bon, te permettent de rentrer en contact. Et donc notamment Dino Lenny, avant la sortie de Anime, l'avait écouté. Donc mon label manager en fait hésitait de le prendre encore. Et finalement il est venu avec toute une
série de recommandations super sympas en disant voilà, moi je vois quand même justement là et là. Finalement, j'ai resoumis une seconde mouture à Moreau et il m'a dit moi c'est bon, j'adhère, je prends quoi. Donc ça c'est quand même gay. Donc tu vois, je les ai peut-être pas vus comme je te vois toi ici à discuter pendant des heures autour d'un café, mais on a eu un échange vidéo, par email, etc. Donc même à ce niveau-là, c'est gay de voir des mecs qui sont déjà depuis 20 ans dans l'industrie et qui ont eu un coup de cœur sur ton track quoi. Voilà. Oui, et puis moi je te suis aussi sur les réseaux et je vois que t'es quand même joué par pas mal de gros noms. T'as cité tout à l'heure Yoris Vorn, Colline. Ouais. Ça te fait quoi ça? Ça c'est quand même génial. C'est de nouveau la beauté et la digitalisation. Hein. Je suis un convaincu fatalement vu que c'est mon quotidien. Mais ce qui est dément, c'est de te dire voilà. T'as un artiste, un DJ qui tourne, je pense à Steven Parrish par exemple, qui est un anglais, il a tourné, je crois que c'était au Mexique ou en Colombie, c'était au Mexique. Et en fait, il avait dit qu'il allait donc jouer le track, etc. Et il était dans sa playlist. Et ce qui est formidable, c'est que quelques jours plus tard, tu regardes en fait dans artistes de Apple Music, tu vois, donc la partie artistique hein, pour les artistes, ceux qui soumettent les tracks. Tu l'ignores, tu le sais, mais Apple Music a aussi racheté Shazam. Et donc en fait, il y a toute une série de reporting que tu vois. Et donc en tant qu'artiste, tu vois que ton morceau a été scanné 75 fois ou 78 fois ce jour-là au Mexique. Et en fait, c'est là que tu dis, quand tu sais quel artiste a tes tracks, va les jouer potentiellement parce que c'est dans son bucket list, tu vois, pour les jouer. Et en fait, que tu vois que tu as 75 Shazam ce jour-là, tu te dis, ah ouais, il a peut-être bien fait. Donc j'ai pas été présent, j'ai pas pu le voir, mais en tout cas, tu peux en tirer une certaine conclusion. Oui, le retour est là, quoi. Ouais. Le retour est là et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, ouais. J'aurais préféré être là pour le voir, mais ouais. Ouais, mais bon, si tu dois à chaque fois, ça va commencer à te coûter vraiment cher, cette passion qui coûte déjà beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Mais moi, j'aimerais bien, là, maintenant, justement, aller un peu plus en profondeur dans ta situation ou dans ton cas, entre guillemets, qui est, t'es un artiste qui est implanté dans le milieu musical, en tout cas dans les écoutes. Comme je disais en début d'émission, j'ai déjà vu ton Spotify avec 18 000 auditeurs mensuels. Comme on vient de le dire, t'es joué, t'es chasamé même. Donc, on pourrait se dire, ça marche, et pourtant, aucune programmation, si ce n'est les events que tu organises toi-même et dont on va parler, bien sûr, c'est pour ça que tu es là. En fait, allez, il faut pas se leurrer. Hein. Les gens qui ont passé des années dans le milieu de l'événementiel ou de la musique se sont construits d'abord un réseau. Ils se sont construits un réseau de contacts, mais aussi une certaine peut-être crédibilité. Chacun à leur niveau, hein, que ce soit d'organisation de petites soirées régulières bruxelloises, mais qui sont là intemporelles depuis des années, ou d'institutions, des lieux dans la région bruxelloise ou ailleurs. Donc ces gens, évidemment, ils ont un héritage que moi j'ai pas. Moi j'arrive comme un cheveu dans la soupe, avec plein de rêves, comme tout le monde dans ce milieu-là. Mais à un moment donné, tu te réveilles, c'est la douche froide, et tu te dis, mais mec, attends, on t'a pas attendu. T'as beau faire de la musique et avoir des petites vues Spotify ou comme tu l'as dit, hein, à un moment donné monter à presque 20 000 vues lors de la sortie d'un EP qui a été très bien promotionné en fait, faut l'avouer. À ce moment-là, c'est pas suffisant. On te connaît pas, on connaît pas ta tête, on connaît pas ton truc. Et tu sais, j'essaie d'innover dans tous les sens avec les moyens qui me sont propres. On me dit de faire du personal branding, maintenant je vais faire des vidéos un peu partout dans le parc, dans le métro, pour essayer d'attirer un peu l'œil, parce qu'en fait finalement les gens consomment les médias à la seconde. Donc ils sont pas là pour écouter un disque qui va rester pendant 6 mois, le disque, tu vois, de la station. Ouais. Non, on est là en mode consumérisme énorme. Et donc finalement avec tout ça, je réalise que quand un endroit est acquis pour un collectif ou autre, rentrer dedans, on t'attend pas, tu fais pas partie de l'héritage, comme je dis, de ce collectif, etc. Et ça marche pas. Et donc finalement, l'autre approche que je me dis, je suis un professionnel, j'ai des revenus, j'ai un choix de décider d'allouer finalement certains investissements. Et donc de plus en plus, je me dis, ce qui est peut-être plus simple, c'est de créer sa propre place à mon niveau. Quelque chose de très petit, qui peut être intimiste, et finalement avoir la possibilité de faire ses armes soi-même comme ça. Et ça, c'est un peu l'ambition. Moi, je pars du principe, ça a toujours été comme ça, un peu un driver de ma vie, j'adore grandir avec les autres. Et donc, depuis 3 ans que je suis dans la musique, j'ai rencontré plein de gens formidables, dont tu fais partie. Bon. Et c'est vrai qu'on grandit en se rencardant, en s'aidant, etc. Et c'est beaucoup plus différent que quand tu arrives comme un arriviste en fait chez quelqu'un qui est déjà établi, où tu es dans la demande. Donc il faut savoir offrir aussi avant de pouvoir même te demander. Et ça pour moi c'est essentiel. Et donc maintenant je m'entoure aussi de gens, même pour l'aspect graphique des choses, pour la vidéo post-production,
son, etc. Je me retrouve avec des gens, je dis écoute, tu vas me faire un jour mes clips vidéo, tu vas me faire le retouchage de mes rushs vidéo, je te paye ta licence Adobe Premiere, je te paye un cours à 30 balles sur Udemy, mais vas-y, on va grandir ensemble, quoi. Et ça, en fait, c'est juste formidable, parce que là, on construit vraiment des vrais rapports humains, on est super collaboration. Et tu te construis une vraie team, une famille, en fait. Ouais. Exactement. Ça fait un peu très cheesy, je suis d'accord, mais c'est ça que moi j'adore à ce stade-ci dans ma vie, quoi. Mais pour pas te mentir, moi aussi, le côté cheesy, on s'en fout un peu parce que c'est nous. En vrai, on est comme ça et voilà, et je trouve qu'il y a vraiment pas de mal, et tout ce que tu viens de dire est très sensé, et ça regroupe un peu ce qu'il y avait aussi dans ma dernière section, pourquoi lapsus, je ne sais pas, soit. Quelle est ta vision de la scène bruxelloise et belge en général, justement, pour le moment? Alors écoute, après ce que l'Hangar a fait, moi je dis... je vais faire comme les animateurs à Fun Radio, big up, mais c'est... Écoute, Marvin, si tu nous écoutes, Marvin Vermeij, c'est lui qui s'occupe des events Hangar. C'était juste incroyable. Ils sont rentrés dans une autre ligue. Là, on explose Cercle et d'autres, tu vois, dans ce genre de gros événements urbains. J'ai pas pu en faire partie malgré les centaines de fois où j'ai essayé de vraiment pouvoir, tu vois, avoir le ticket sur Ticket Swap. Mais ça, c'est pour le côté énorme. Moi, j'ai toujours été un fervent depuis que j'ai 16 ballets dans du Fuse, etc. Donc, on a une scène qui est là, qui est géniale. Mais non, je parlais plutôt en fait de l'accès, si je puis dire, à la profession. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la loi du silence, tu vois. C'est extrêmement difficile si t'as pas, tu vois, le pote qui va pouvoir t'aider éventuellement à faire rencontrer un tel. Et en fait, il n'y a pas de secret. Et j'ai un peu du mal à me l'appliquer à moi-même pour faute de temps. Mais il faut être, comme d'ailleurs un commercial, hein, il doit être les pieds dans la rue. Et ben ici, il faut avoir les pieds dans les clubs, dans les événements, pour rencontrer les gens. Et il n'y a pas de secret. T'arrives pas sous tes beaux souliers lycée, il faut aller au Cambouis. Et c'est là, ce temps-là qui me manque. Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que entre ton boulot, ton alimentaire, la production musicale, la promotion de cette de tes productions, mais je veux dire, si tu dois encore sortir en club et faire la tournée des bars et tout ça, soit tu carbures, soit tu n'y arrives pas. Ouais, exactement. Et donc, pour terminer peut-être encore là-dessus, donc ça c'est le plus gros défi auquel je fais face, tu vois, et c'est quelque chose dans lequel j'aimerais bien emmener aussi, voilà, les amis proches, producteurs et DJ. Donc c'est essayer de trouver un bon spot pour avoir d'une part de la visibilité, pour pouvoir d'abord avant tout prendre un maximum de fun et pouvoir en donner évidemment, tu vois, aux gens qui nous suivent et qui viennent aussi s'éclater dans ces endroits-là. Ça c'est vraiment ma top priorité maintenant, donc voilà. Ouais. Mais tip top. Mais je te propose qu'on fasse un break musical, justement. Tu nous faisais le petit storytelling de Anime et du petit échange qu'il y avait eu entre les gros de l'industrie et toi. Ouais. Moi, je propose qu'on se l'écoute et puis qu'on parle de la soirée après. Top.
anime de Reload. J'adore le double build-up. Oui. On en avait parlé avant, je me rappelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est une question que j'aime bien poser quand je reçois des producteurs ici. Ça te fait quoi de la réécouter maintenant? Parce que je sais bien que t'as 10 projets plus loin, donc voilà. Ouais, peut-être pas autant, mais tu vas rire, hein, mais à chaque compagnon de voyage qui sont à côté de moi dans la voiture, ils en ont marre d'écouter du Reload parce que j'écoute tout en boucle. Ah ouais, ok. Non-stop. Mais vraiment non-stop. En fait, tu te fais kiffer. Je me fais kiffer parce qu'en fait, je vois encore les morceaux qui me font kiffer. Mais non, attention, ça me fait aussi un peu brère dans le sens que, des morceaux qui étaient sortis en 2022, les tout premiers en fait. Quelles énormes grosses erreurs de débutants. Je comprends même pas comment ces labels, mais qui ne sont plus d'ailleurs des labels à qui je bosse, ont sorti ça parce que finalement, toi, ton oreille s'aguerrit aussi, tes exigences aussi, et en fait, je veux dire, c'est de la vaste blague. Presque à vouloir les enlever de Spotify parce qu'en fait les mixdowns sont pourris, le mastering c'était juste une daube, je crois qu'ils ont juste foutu un EQ dessus et c'était réglé, et donc en fait c'est ça qui est bien, on se bonifie, mais donc certains tracks sont pas achetés, mais si je pouvais les refaire complètement je le ferais, et comme c'est pas dans mon tempérament ils seront jamais refaits. Et est-ce que tu ne penses pas que sans ces tracks qui, selon toi, à l'heure actuelle, devraient être faits, les tracks qui sont bien maintenant existeraient? Ah ben non, ça c'est sûr. Ça c'est clair en fait. Et pour le public, c'est intéressant aussi de voir ce process, cette évolution. Quand tu auras une vraie grosse fanbase, tout ce que je te souhaite, et qu'ils auront voir dans ta discographie et qu'ils retomberont sur ces trucs-là, peut-être que c'est chez eux que ça va se dire mais tiens, moi aussi je peux commencer. Quand je vois le gars-là, les productions, et il y en a beaucoup, hein, tu vas écouter les premières productions de pas mal d'artistes, honnêtement tu te dis pourquoi pas moi. C'est vrai, j'ai pas pensé sous cet angle-là en fait. Voilà, moi j'essaie toujours de tourner le truc un peu positif, hein. Mais voilà, et donc tout ça nous amène au 10 juin. Yes. Alors t'en es venu à organiser ton propre event, pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment dans ce Midi Express. C'est quoi tes attentes par rapport à cet event? Alors, il y en a plein. La première chose qui me brûle, tu vois, ça me rappelle quand j'étais plus ado, tu vois, que je faisais les scènes, fait de la musique, etc., où j'avais 150 pelés, tu vois, en plein milieu de la province, mais qu'est-ce que je kiffais d'être sur la scène à faire mes petits morceaux garage band et rock et metal. Ça me manque déjà de partager et de voir une scène, une audience qui vibre, quoi, tu vois, vraiment qui kiffe. Donc ça me manque. Alors j'ai l'occasion dans des petits gigs, dans des bars, etc., de pouvoir un peu profiter. Mais ici, tu vois, je suis aux commandes un peu de la direction artistique, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'idée du plan, j'ai vraiment l'idée de l'atmosphère que je veux créer. J'ai envie vraiment que les gens kiffent, que ce soit un boiler room, pas le boiler room qu'on connaît, tu vois, dans les médias, mais vraiment, tu vois, au couloir, exactement. Je veux vraiment que les gens soient chauves dans la salle. Et pour ça, évidemment, on va essayer de transformer ce lieu progressivement, en fait, tout au long de la soirée. Donc ici, je me suis entouré en fait d'un autre artiste, pour le coup, de nouveau, qui est venu me contacter sur Instagram, qui dit j'adore ce que tu fais et tout. Moi, je démarrais le DJ il y a quelques mois. Je viens du Mexique, mais je suis en Belgique, nanana. Et je dis mec, viens, on va se voir. Et donc on s'est rencontrés, tu vois, autour d'un verre. Et je dis mec, qu'est-ce que tu veux? Il dit ouais, je veux jouer. Je dis tu fais des trucs? Ouais, je fais des vidéos, etc. On écoute. Putain, je fais vraiment du bon son. Et je dis en plus t'es dans la même mouvance que ce que moi j'aime bien produire, je fais. Et je dis qu'est-ce que t'apportes sur la table? Parce que je dis en fait c'est la collab ici qu'on cherche, tu vois, il faut vraiment qu'il y ait un apport. Je dis ouais, mais moi tu sais j'ai un bon réseau au niveau des petits trentenaires de la commission du Parlement, beaucoup d'expats, etc. Je suis dans pas mal de communautés, on a bien sorti, clubé. Et là j'ai vu l'opportunité, tu vois, pour me dire ok, on a une masse critique pour en fait déjà construire une sorte de one-off, tu vois, un seul événement. Parce que finalement, en utilisant chacun un petit peu notre réseau, on va amener des gens et on veut pas faire de cette soirée, tu vois, une fête d'anniversaire. On veut vraiment en fait y mettre aussi le paquet dans la com, mettre le paquet aussi dans le thème de la soirée, vraiment pour transporter les gens dans ce qui nous passionne et essayer de répondre surtout à ce que le public va nous donner. Donc en fait, on est occupé encore dans les jours à venir maintenant à définir un peu la direction artistique et musicale qu'on veut mettre en place pour pas en fait s'éparpiller. Le tout, ça va être de garder une certaine progression, toi, et de nous amener en fait au climax progressivement. Mais le plus grand défi que je vais avoir, ça va être en fait d'une part
que les gens nous suivent dans cette idée-là, ou sinon qu'on puisse être très agile pour répondre. Et alors surtout, ça c'est on va dire la masse critique de départ, c'est-à-dire c'est les friends, etc. On compte peut-être sur les 60-70 personnes pour remplir le lieu, qui a une capacité au passage de 250-300, et qui est extrêmement magnifique. J'invite à tout le monde d'ailleurs à aller chercher des informations sur la Reloaded, mais elles seront transmises en fin d'émission. Mais ce qui est important, c'est que on va essayer d'aller dans une communication à plusieurs, on va dire plusieurs canaux. Donc ça veut dire que là, j'ai imprimé des flyers. D'ailleurs, Valou, ce sera un honneur. Tu recevras le tout premier flyer aujourd'hui de la soirée. Eh ben excellent, mais tu vas en laisser ici à Radio Campus et voilà. J'en prendrai pour Anticipe Radio. Et en fait, j'ai des amis, enfin c'est de la famille même en fait, qui vont aller débaucher des groupes, soit dans d'autres bars, on va pas le dire trop fort, mais en tout cas tenter d'ébaucher des gens sur la Grand Place, parce qu'il faut pas oublier, on a une rue de la Grand Place quand même, et d'aller vraiment chauffer les gens, quoi. Donc on a mis des petites incentives en place pour quand même faire bouger les gens qui puissent venir. Vous venez avec un gang de 6 personnes, les gars, vous commandez votre première tournée et vous recevez à la volée encore une bouteille de la part de Reload, quoi. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est quand même de faire un truc où ça soit accessible à tous, hein. On n'a pas mis de tarif à l'entrée. Nous, le but, c'est qu'on veut du monde qui vibre avec nous, quoi. Donc les auditeurs, vous avez bien entendu, si vous venez à 6, vous avez une bouteille qui vous est offerte. Si vous venez à 12, c'est 2 bouteilles qui vous offrent. Ouais, c'est pas de l'eau, c'est promis. C'est pas de l'eau, c'est loin d'être de l'eau. Et moi, après, j'annoncerai un petit truc que même toi, t'es pas au courant. Mais bon. Ah, ouais. Et voilà, et donc toujours dans cette optique-là, alors de grandir ensemble. Donc tu t'entoures d'artistes qui sont inconnus au bataillon. Exactement. Et en fait, c'est d'abord prendre du fun. Et en fait, autour de moi, je vois qu'il y a plein de talents, en tout cas dans les gens qui comptent pour moi et dans les proches. Et tu vois, le défi ici qu'on a, ce que j'appelle le cap, le break-even, en fait, pour aller dans l'étape suivante, c'est en fait d'atteindre un certain chiffre d'affaires pour le bar, hein, pas pour vraiment nous on se paye pas là-dedans, mais en fait, si ça c'est acquis, ça veut dire qu'on peut s'engager dans une mission à plus long terme avec eux, d'avoir en fait notre soirée récurrente, et ça va vraiment permettre à ce moment-là de construire un trajet un peu plus pérenne en fait, dans une stratégie de direction artistique différente, tu vois, c'est faire des reloadettes ou des resets comme tu l'avais dit, ouais. Et on pourrait vraiment envisager toutes sortes de choses. L'histoire, c'est pas de trop s'éparpiller, de profiter de la localisation du lieu qui est, je répète, en plein centre-ville, et peut-être d'amener un nouveau lieu, tu vois, d'un point de vue culture techno et culture musique électronique en général, avec un autre esprit, un autre âme peut-être que ce qu'on connaît déjà ailleurs dans d'autres endroits de Bruxelles. Et alors si je te donnais la permission de rêver, tu te verrais où dans 2 ans ? Écoute, moi c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai 3 grands comptes, 3 grands clients dans ma vie, dans mon autre vie professionnelle. J'ai même dit à mon boss, j'ai dit si je signe ces 3 grands comptes, bon c'est quand même des très grands comptes, mais j'ai dit j'aurais fait tout ce qu'il faut sur le territoire belge et luxembourgeois pour lequel je suis responsable. Et je me prendrai certainement 2 ou 3 ans sabbatiques. Et donc là, en fait, où je serai dans 2-3 ans, probablement pas, je rêve debout et je suis un doux rêveur, c'est ça qui me fait lever chaque matin. Mais en tout cas, ouais, moi j'aimerais bien être un peu plus loin. Et le fantasme, ce serait d'avoir ma tête, je sais pas, au Paradise, un truc comme ça, tu vois, même à 4h de l'après-midi. Hein. Mais c'est très classe, le Paradise à 4h de l'après-midi. Hein. Voilà. Mais écoute, voilà, je pense que tout est dit. Je vais rappeler une fois à nos auditeurs qu'ils se pointent le samedi 10 juin. Rappelle-moi l'endroit. Ça s'appelle le Sneakers Café, le nom exact. Ça se trouve à 6 petites rues des Bouchers. Donc vous êtes au milieu de la Grand Place, à côté, en face de l'hôtel de ville dans votre dos. Vous passez un bloc, une deuxième rue, et c'est tout droit là. Si vous marchez 50 mètres plus loin, c'est le Délirium. Mais samedi soir, faut pas y aller. C'est football, les gars, faut pas. Et donc chez nous, il y aura le foot aussi pour ceux qui veulent, mais ce sera dans une pièce à part. Mais non, il faut venir chez nous à partir de 22h30, 23h, on va dire, on va ouvrir les hostilités en douceur et on va mettre le feu et si la piste tient, on a des permissions, des autorisations pour aller jusqu'au vraiment au bout de la nuit, donc ça serait top, quoi. Et je me demandais juste, tu performes live ou DJ ? Ah non, je performe DJ, je prends pas trop de risques, Valou, ce soir-là. Tu prends pas trop de risques ce soir-là. Ah, mais c'est parce que je sais que t'as un live en préparation. Ouais. Donc, voilà. Ah, mais ça, je te jure, j'attends avec hâte, mais à un moment donné, il faut choisir ses batailles. Et ici, l'opportunité s'est présentée, tu vois, et à un moment donné, tu vois, tu dois suivre aussi l'instinct. Et là, on a vraiment envie de se faire plaisir. On n'a pas trop de grandes attentes. On sait qu'on a 75% de se planter, mais on a fait en sorte de mitiger les risques. Et en tout cas, on verra le bilan après et on aura déjà fait pas mal de chemin, quoi. Nice. On va maintenant passer à la petite séquence remerciements et réseaux sociaux. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on vous retrouve? Ouais. Donc voilà, déjà dans les remerciements,
Il y en a deux que je peux citer moi-même. Je pense qu'il y a John Musto et DKA, Antoine Verbrugge, sans qui on n'aurait pas le quart du 10e des connaissances qu'on a actuellement. Oui, ça c'est clair. Et puis le reste, mais c'est toi qui sais. En remerciement, c'est toujours mon premier cercle, hein, donc les amis proches, qu'ils soient producteurs ou venant d'autres origines au niveau contextes sociaux. Bien sûr, il y a la partie familiale, mais c'est surtout les amis. En fait, il y en a quand même pas mal. Tu vois, qui me voit comme un doux rêveur et ça c'est bien, mais je vois aussi maintenant qu'il y a une certaine reconnaissance, qu'il y a du chemin qui a été fait, donc c'est quand même gai. J'essaie de garder un ego relativement centré et pas trop me prendre la tête non plus. Et en fait, moi, c'est vraiment la bienveillance à autrui qui compte. Donc, je vais pas citer ici 10 000 personnes. J'en ai déjà cité quelques-uns aussi, évidemment. Bien sûr, Antoine, que pas plus tard qu'hier soir, j'ai encore revu, qui m'aide aussi dans la sélection de perles pour les playlists qu'on va jouer samedi. Mais en fait, ce sont des vraies amitiés que j'ai construites. Ça a démarré avec une relation de coaching et d'enseignement. Et en fait, j'ai rencontré pendant ces 3 ans-là des personnes tellement intenses, avec tous des vies, tu vois, un peu atypiques. Et comme je dis, a life less ordinary, c'est vraiment ça qui est le way to go. C'est là qu'on voit les vrais gens, quoi. Et comme on le dit souvent, quand t'as un doux rêveur, et je le sais bien, il faut compter sur les 3 F: Friends, Family et Fools. False, absolument. Et les derniers ont une très grande part. Mais moi, ce que je voulais annoncer aux auditeurs de campus, c'est que moi aussi j'offre une bouteille de champagne, moi personnellement, à la soirée Reload. Donc si vous voulez arriver tout seul à la soirée Reload, mais quand même avoir une bouteille de champagne, mais vous téléphonez au 02 640 87 17, 02 640 87 17, pendant qu'on s'écoute du Justine Berkovi et du Miskitin avec My Voice.